Bonjour à tous. Alors une présentation sur notre projet sur le cancer du poumon. Alors ça, c'est une diapositive qui illustre bien ce qu'est le cancer du poumon aujourd'hui. Alors j'ai mis que c'était un cancer silencieux parce que globalement, 90% des patients ont un cancer du poumon à cause du tabac. Et donc ils ont honte d'avoir eu ce cancer puisqu'ils ont fumé et c'est de leur faute. Ils n'en parlent pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'association de patients parce que s'ils en réchappent, ils ne veulent plus en entendre parler. Mais il y a 10% des patients qui n'ont jamais fumé, et c'est peut-être même un peu plus, peut-être 15%, avec l'impression que cette proportion évolue dans le temps, augmente. Et c'est des patients qui n'ont pas ou peu fumé, et qui ont des cancers très différents. Alors les fumeurs, ceux qui ont beaucoup fumé, étonnamment, sont sensibles à une nouvelle catégorie de traitement, c'est l'immunothérapie, comme dans le mélanome, c'est surtout les gros fumeurs. Et puis, ceux qui n'ont pas ou peu fumé ont des cancers avec des mutations qu'on arrive à reconnaître et pour lesquels on a des médicaments. Et donc, on a 10 à 15% de nos patients qu'on traite uniquement par ces nouveaux médicaments par voie orale. Et puis, la chimiothérapie, elle peut fonctionner partout. Et puis, c'est un cancer silencieux parce que le poumon ne fait pas mal. Il n'y a pas de nerf dans le poumon. Donc, si une boule pousse dans le poumon, vous ne la sentez pas. Sauf si elle est mal placée. Si elle est à côté d'une bronche, vous allez tousser ou cracher un peu de sang, et là, ça va inquiéter. Alors que le cancer du poumon n'est pas du tout silencieux. C'est chez l'homme la première cause de mortalité par le cancer, et chez la femme, c'est depuis 1 ou 2 ans, la première cause de mortalité devant le cancer du sein. Mais c'est un cancer un peu silencieux parce qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup, parce que globalement, on considère que c'est la faute des patients. Alors là, on en a un peu plus parlé, mais on m'en a parlé en disant c'est un cancer très difficile, et moi, les radios m'ont appelé en disant c'est difficile, dites-nous que c'est un cancer qui est pire que les autres, alors que non, c'est pas un cancer qui est pire que les autres, c'est simplement qu'on n'en parle pas. Et puis oui, quand il a des symptômes, il peut avoir des symptômes désagréables, mais comme tous les cancers. Alors il y a quand même, ça bouge, c'est vrai que là on en a parlé pas mal avec Johnny Hallyday, parce qu'il avait un cancer du poumon, et puis il y a des choses enfin qui se mettent en place. Par exemple, il y a cette année pour la première fois un site internet pour le cancer du poumon, pour les patients qui ont un cancer du poumon, qui peuvent discuter entre eux avec des informations qui sont sélectionnées, validées par un comité scientifique. C'est des choses qu'on n'avait pas du tout il y a encore 5 ans. Alors, pour faire un diagnostic de cancer, il faut une biopsie, et le poumon n'est pas facile à biopsier. Parce que le poumon, c'est là, là c'est un exemple, c'est quelqu'un qui est sur le ventre est là, les vertèbres sont là, ici c'est les gros vaisseaux qui sont au-dessus du cœur, et puis le poumon c'est ça, tout ce qui est blanc c'est les petits vaisseaux. Et autour du poumon, il y a un petit film qui s'appelle la plèvre, un petit film côté poumon et un petit film côté cage thoracique. Et entre ces deux petits films, ces deux plèvres, il y a un vide virtuel. Il y a juste un peu de liquide, ce qui fait qu'on ne les voit pas là sur le scanner. Mais quand vous mettez une aiguille pour aller ponctionner cette boule, qui est peut-être un cancer, vous risquez, en traversant les plèvres, d'introduire de l'air et ça fait un pneumothorax. Le poumon se tasse. Et ça arrive dans 20% des cas quand on fait une biopsie sous scanner. Et dans 3% des cas, il faut rester à l'hôpital avec un tuyau, un drain, pour enlever l'air. Donc, c'est des biopsies qui sont un peu à risque. Alors, on peut biopsier le poumon, mais aussi d'autres organes. Mais aujourd'hui, avec nos traitements, on a besoin de comprendre comment la maladie évolue dans le temps. Ce que vous a dit Caroline sur le mélanome et les mécanismes de résistance à ces traitements par voie orale, on l'a dans le poumon, mais on l'a concrètement, c'est-à-dire qu'un patient dont la tumeur a une mutation EGFR, c'est 10% de nos patients, je lui donne une première génération de médicaments, et lorsque le cancer va trouver le moyen de résister, je dois savoir comment le cancer a résisté, parce que dans la moitié des cas, j'ai un super médicament à lui donner. Et ça va continuer comme ça. Et ce qui fait que je suis obligé de demander à mes patients d'être d'accord pour une nouvelle biopsie, et beaucoup parce qu'à chaque fois, je dois comprendre comment le cancer réagit, résiste, pour lui donner un nouveau traitement. Et c'est vrai que ces biopsies, elles sont désagréables, elles sont parfois un peu dangereuses, elles sont indispensables, et on se dit, pourquoi pas faire une biopsie liquide? Alors, la biopsie liquide, attention, c'est le mot qu'on utilise mais c'est un mauvais mot. La biopsie, ça veut dire qu'on prend un morceau de tissu et qu'on fait un diagnostic de cancer. Aujourd'hui, dans le sang, on ne peut pas faire de diagnostic de cancer. On peut avoir des informations du cancer qui sont reflétées par des éléments dans le sang. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Caroline vous a expliqué la cellule tumorale qui est là. Elle a un noyau dans lequel il y a les chromosomes. Les chromosomes, c'est l'ADN compacté.
Et c'est dans l'ADN qu'on a ces mutations. Et ces mutations peuvent nous permettre parfois de dire, tiens, il y a cette mutation, c'est telle famille de médicaments qui va fonctionner. Et dans le sang, on a soit les cellules tumorales entières qui circulent, alors c'est probablement les pires, c'est-à-dire c'est les cellules tumorales qui sont prêtes à faire des métastases. Donc c'est là, on va dire que c'est la branche armée de la tumeur, c'est les pires cellules, celles qui sont capables d'aller métastaser. Et puis on a aussi, quand les cellules meurent, elles libèrent leur contenu dans le sang et elles libèrent leur ADN. C'est des tout petits fragments d'ADN. Il n'y en a pas beaucoup, mais on a des techniques de plus en plus sensibles pour aller voir ces fragments. Et je vais vous parler des projets qu'on a sur ces deux versants de la biopsie liquide, parce que le programme parrainage sur le poumon finance les programmes de biopsie liquide. Alors d'abord, l'ADN circulant, c'est avec Ludovic Lacroix, Étienne Rouleau et Cécile Jovelet qu'on travaille. Alors on regarde donc ces petits bouts de molécules, d'ADN. En 2009, Gustave Roussy, l'hôpital, finance un programme comme ça. Il le finance pour stocker, pour stocker du matériel, pour aider les patients, pour que les patients qui ont un mélanome ou un cancer bronchique aient à la fois une analyse de leur cancer très avancée, en faisant beaucoup de recherches de mutations, plus que ce qu'on fait en routine, et puis pour qu'il y ait des prélèvements de sang systématiques, pour qu'on ait des banques de sang et qu'on puisse s'entraîner. Et depuis 2009, on s'est entraîné à rechercher ces mutations dans le sang. On a des tests de plus en plus sensibles et ça y est, maintenant, ça fonctionne et on l'utilise en routine. Alors ça, c'est un exemple d'un patient. Il a plein de mutations dans le sang qu'on suit. Là, on lui donne un traitement, ça fonctionne, mais on voit qu'il y a quand même des mutations qui restent dans le sang. Ça, c'est les clones qui ne sont pas sensibles. C'est les petites fractions de la tumeur qui n'ont pas la mutation de sensibilité. Et puis, ça réévolue. Alors, on réanalyse. Chaque point, c'est une prise de sang. Alors, si on avait dû faire une biopsie, j'aurais dû le mettre sous un scanner et lui mettre une aiguille dans le corps à chaque fois. Là, c'est juste une prise de sang et on a un reflet du profil mutationnel du cancer. Alors là, ça résiste, on a fait d'autres traitements, etc. Alors, quoi de neuf depuis l'année dernière? Alors d'abord, on a fait une consultation biopsie liquide parce qu'on s'est rendu compte que cette biopsie liquide dont on peut se servir au quotidien, tout le monde n'y a pas accès. Et plutôt que des collègues fassent prélever des patients et nous envoient des tubes de sang, on a dit mais le plus simple, c'est que les patients viennent. Donc faisons une consultation biopsie liquide, on l'a appelé Oracle. Je ne sais pas si c'est le nom le meilleur, mais c'est un acronyme pour un truc compliqué en anglais, qui veut dire que le patient va venir avoir une prise de sang et qui va avoir son portrait moléculaire. Alors, comment ça marche? Le lundi, parce que nos tests sur biopsie liquide, ils commencent le lundi à 14 h, donc ils viennent le lundi matin. Ils ont une consultation très courte qui leur explique le principe. Ils signent un consentement éclairé parce que c'est de la recherche, donc il faut être d'accord. Un consentement éclairé, on leur prélève un peu de sang et ils repartent chez eux avec leur code. À Gustave Roussy, tous les patients ont accès à leur dossier médical via Internet avec des codes. On leur donne les codes et on leur dit à la fin de la semaine, regardez votre dossier médical Gustave Roussy, vous aurez vos résultats. Et entre-temps, il y a nos techniciens au laboratoire qui testent l'ADN circulant dans ce tube de sang, nous donnent un résultat qu'on met dans le dossier médical. Et le patient va imprimer son résultat et le donner à son oncologue. Évidemment, quand on trouve des choses intéressantes, on appelle le patient ou son oncologue, mais c'est pour, on va dire, démocratiser et faire que ce ne soit pas égoïste de développer des outils qui fonctionnent, mais que tout le monde puisse y avoir accès. Et c'est une consultation qu'on va faire monter en charge et qu'on peut utiliser pour plein de choses. On pourrait aussi l'utiliser si on a un nouveau médicament qui marche, mais dans une anomalie qui est très rare. On pourrait dire à beaucoup de patients qui ont ce cancer, venez vous faire prélever, peut-être que seulement 1 sur 20, 1 sur 50 aura l'anomalie, mais on a un essai thérapeutique intéressant et ça évite de rebiopsier. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on s'intéresse maintenant, pas seulement aux patients avec des maladies avancées, mais les patients qu'on opère ou qu'on irradie, ceux qu'on veut guérir avec des traitements locaux. Et on sait que certains ne sont pas guéris et vont récidiver. S'ils récidivent, c'est qu'il reste de la maladie. Et ces techniques, elles permettent peut-être de détecter la maladie résiduelle. Et avec Ludovic, on a un financement ARC, caritatif, pour payer ces tests. Et alors le patient au diagnostic a évidemment une biopsie, une analyse moléculaire, un tube de sang. On lui fait une chirurgie, ça c'est un exemple, mais on peut aussi lui faire une radiothérapie. Et ensuite, le patient accepte d'avoir un tube de sang en même temps que son scanner. Et on regarde si dans le sang réapparaît une mutation qu'on avait détectée dans la tumeur
qui est censée avoir disparu puisqu'elle a été enlevée. Mais elle peut avoir des petites métastases et peut-être qu'on pourra agir plus tôt chez ces patients. Ensuite, on regarde les cellules tumorales circulantes, et là, c'est avec Françoise Farras, et c'est surtout Emma Payet et Vincent Frogeroux qui travaillent dessus. Alors là, sur un tube de sang, c'est un système d'expresso, en fait. C'est un petit filtre sur lequel on presse le sang et passe par les pores les tout petites cellules ou éléments, comme les globules rouges, par exemple, qui encombrent l'analyse, et ça retient les grosses cellules, certains globules blancs, et les cellules tumorales. Et après, c'est un espèce de cauchemar. Alors, il y a des bouquins qui paraissent là-dessus qui ont l'air d'être très simples, mais en fait, c'est des techniciens qui passent des jours entiers sur un patient, un filtre, à les regarder entre tous les pores pour voir où est la cellule tumorale. C'est un cauchemar mais à rechercher, mais quand on en a une, elle est intacte. Et on peut avoir des développements sur cette cellule tumorale. Par exemple, on peut découvrir que les cellules tumorales ne sont pas du tout homogènes. Ça, c'est le type d'anomalie dans les cellules tumorales qu'on retrouve chez un patient. En fait, il y a 5 types différents de cellules tumorales. Ça veut bien dire que la tumeur est hétérogène. Et surtout, on peut maintenant analyser cellule tumorale par cellule tumorale, c'est-à-dire avoir un descriptif de l'ensemble de la population, qui était quelque chose qu'on n'avait pas du tout. Et puis, quelque chose qu'on fait, qui est un peu un fantasme en cancérologie, mais qui est un moyen élégant de le faire, c'est la tumeur miroir dans la souris. Le patient est prélevé, on lui prend 40 millilitres de sang. Ça paraît beaucoup, mais on a 5 litres de sang. Donc, c'est vraiment, on ne met pas le patient en péril si on lui prend 40 millilitres. On le fait passer dans un système complexe et on est capable, dans ces 40 millilitres de sang, d'extraire les quelques cellules tumorales circulantes qui sont tout de suite injectées dans une souris. Alors, c'est un peu compliqué, il faut qu'on ait la souris. Le patient vient à un moment bien précis, il a son prélèvement, c'est techniqué, et quelques heures après, on injecte la souris. Et donc, le patient n'a pas eu de biopsie. Et à partir de ça, on peut donc avoir des cellules tumorales circulantes qui donnent des tumeurs miroirs. On peut aussi avoir des lignées cellulaires. Et finalement, ça donne pour nos chercheurs beaucoup de matériel tumoral quand ils veulent faire leurs expériences. Alors, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas à chaque fois, mais ça fonctionne. On a montré que ça fonctionnait. Mais je vous donne un exemple sur un patient parce qu'on se dit, mais finalement, on devrait avoir la tumeur miroir de tous les patients. Comme ça, on traite les souris et puis on donne le bon médicament aux patients. Ça, c'est ce patient, je l'ai diagnostiqué en 2016, il a eu reçu une première lignée de chimiothérapie, puis il a eu son prélèvement de cellules tumorales circulantes plus tard, et il a fallu à peu près 100 jours pour que la tumeur se développe dans la souris. Puis une fois qu'elle se développe, on sacrifie la souris, on la récupère, on la fragmente en petits morceaux et on la réimplante dans 10 souris qui vont refaire la tumeur, etc. Et ensuite, on peut traiter les souris. Et à partir de cette tumeur, on essaye aussi d'avoir une lignée cellulaire parce que c'est plus simple. Et il a fallu aussi pas mal de temps pour avoir cette lignée cellulaire. Et ça fait beaucoup de temps pour un patient qui a une maladie avancée, qui a résisté à la chimiothérapie. Alors, il a eu une deuxième ligne de traitement qui n'a pas fonctionné. On lui a fait une prise de sang pour rechercher les voies de résistance à ce médicament. Et ensuite, on lui a donné un autre médicament qui a fonctionné. Mais en tout cas, cette technique, même si elle est très jolie, elle ne permet pas d'adapter le traitement des patients. C'est important. On est vraiment dans le domaine de la recherche, mais c'est ces outils-là qui permettent à nos chercheurs d'être plus efficaces et d'avoir des modèles qui correspondent réellement aux tumeurs des patients. Alors, pour finir, il y a 4 axes sur le projet poumon autour de la biopsie liquide. Prouver qu'il est possible de faire certains tests sur de simples prises de sang plutôt que sur des biopsies, ça c'est bon, on l'a fait, c'est un axe qui est terminé. Passer des résultats de la prise de sang au traitement personnalisé du cancer, c'est fait, et on a ouvert cette consultation biopsie liquide pour le démocratiser. Anticiper le risque de rechute au diagnostic, ça c'est ce qu'on est en train de faire avec l'argent que vous nous versez, et puis comprendre et anticiper les mécanismes de résistance, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille. Je vous remercie.